J'ai gagné le plus gros jackpot de l'histoire de mon état, 384 millions de dollars, mais j'ai décidé de n'en parler à personne. J'ai voulu mettre ma famille à l'épreuve. J'ai appelé en faisant semblant d'être fauché et d'avoir besoin d'aide. Ma mère a raccroché sans hésiter une seconde. Mon frère m'a traité de raté, mais ma petite sœur a pris sa voiture et a conduit presque kilomètres en dépensant les derniers 500 dollars qu'elle avait. Ce que j'ai fait après ça a tout changé. Je n'avais jamais rien gagné de ma vie. Pas une tombola, pas un tirage au sort de supermarché, rien. Qui resterait près de moi si tout le monde savait? Je connaissais ma famille. Ma mère surtout aimait l'argent plus que tout. Mon frère, Ryan, vivait dans une compétition constante avec moi. Et ma petite sœur, Megan, la seule avec qui j'avais gardé un vrai lien, galérait à payer ses études et son loyer. Si je leur annonçais la nouvelle, je savais exactement ce qui se passerait. L'explosion, les demandes, les reproches. Alors j'ai eu une idée stupide, ou du moins, c'est ce que je pensais au début. Je voulais voir qui, dans ma famille, m'aimait encore, sans rien à gagner. J'ai décidé de ne rien dire à personne, pas un mot. J'ai pris un téléphone jetable, j'ai éteint le mien et je les ai appelés un par un, en prétendant que j'étais ruiné. Ma mère a décroché la première. Je lui ai dit que j'avais perdu mon emploi, que j'étais sur le point d'être expulsé. Elle a soupiré et m'a répondu que tout le monde a des problèmes avant de raccrocher. Pas un mot de réconfort, pas même un « tu vas t'en sortir ». Ryan, lui, a été plus direct. Il a dit que c'était bien fait pour moi, que j'avais toujours été le raté de la famille. Puis il a ri avant de me raccrocher au nez. J'ai senti quelque chose se casser en moi à ce moment-là. Une déception froide, sans surprise. Quand j'ai appelé Megan, j'étais déjà vidé. J'ai répété la même histoire, prêt à entendre encore une fois le bruit sec d'un téléphone qui se referme. Mais au lieu de ça, elle m'a demandé où j'étais. Quand je lui ai dit que j'étais dans un motel à 200 miles de chez elle, elle a juste dit qu'elle arrivait. 4 heures plus tard, elle est apparue devant la porte de la chambre, les yeux cernés, les cheveux attachés à la va-vite. Elle avait conduit toute la nuit. Elle a posé un sac de courses sur la table rempli de sandwichs, de bouteilles d'eau, d'un peu de cash. Elle m'a dit qu'elle avait pris les 500 dollars qui lui restaient sur son compte. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, pourquoi elle s'était déplacée. Elle a simplement répondu qu'elle n'allait pas me laisser tomber. Pas moi. Je ne me souviens pas d'avoir pleuré depuis des années, mais là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, j'étais déjà parti. J'avais laissé une enveloppe sur la table avec un mot. Ne cherche pas à me retrouver. Juste fais confiance à ce qui arrive ensuite. À l'intérieur, il y avait un chèque de 10 millions de dollars à son nom. Mais ce n'était que le début, parce que quelques semaines plus tard, ma mère et Ryan ont découvert la vérité. Et là, tout a explosé. Je pensais que garder le secret serait simple. Après tout, je n'avais parlé à personne et j'avais pris soin de retirer l'argent par petites étapes à travers un avocat discret. Mais j'avais sous-estimé deux choses. La curiosité maladive de ma famille et la manière dont les gens changent quand ils sentent qu'ils ont raté une occasion de devenir riches. C'est Ryan qui a découvert la vérité en premier. Il avait vu un article en ligne parlant du gagnant du plus gros jackpot de l'histoire de notre état. Le billet avait été acheté dans une petite station-service à 15 minutes de mon ancien appartement. Il savait que j'y allais souvent. Au début, il n'a pas voulu y croire, mais il a creusé. Il a appelé d'anciens collègues, vérifié les dates, les transactions sur ma vieille carte bancaire. Quand il a compris, il a explosé de rage. Un matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je sais tout. Enfoiré. On va parler. C'était lui. Quelques heures plus tard, ma mère m'a écrit à son tour comme si de rien n'était. Tu vas bien, chérie? Tu devrais venir dîner un soir. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas me justifier. Je ne voulais pas leur donner une explication. Au fond, je pensais que si je leur parlais, tout redeviendrait comme avant. Les reproches, les manipulations, les promesses qu'ils ne tiendraient jamais. Partie 6. Mais c'est Megan qui m'a prévenu. Elle m'a appelé paniqué. Ryan avait débarqué chez elle, fouillé dans son courrier, ses mails. Il avait compris pour le chèque. Il l'accusait d'avoir tout manigancé avec moi. Ma mère, de son côté, lui envoyait des messages pleins de colère, comme si elle avait volé quelque chose. En quelques jours, la situation est devenue incontrôlable. Ma mère a contacté un avocat. Ryan a menacé de tout raconter aux médias. Et moi, je regardais tout ça à distance, depuis la maison que je venais d'acheter sous un autre nom, puissant et coupable à la fois. Megan refusait de déposer le chèque. Elle disait qu'elle n'en voulait pas, qu'elle voulait juste que tout s'arrête. Elle avait peur qu'on l'accuse de vol ou qu'on lui fasse du mal. Elle l'a enfermé dans une boîte et m'a dit qu'elle le garderait jusqu'à ce que tout soit terminé. C'est là que j'ai compris à quel point elle était différente. Moi, par contre, j'ai fini par commettre une erreur. Une seule, un email, envoyé un soir d'insomnie. J'avais oublié de désactiver la signature automatique. Mon vrai prénom est apparu en bas du message. Le lendemain, Ryan savait exactement où me trouver. Je vivais dans une petite maison isolée près de Flagstaff. Personne n'était censé connaître cet endroit. Ce matin-là, des coups violents ont résonné à la porte. 3, puis encore 3. Quand j'ai ouvert, Ryan était là. Il avait l'air exténué, les yeux rouges. Et si tu ne veux pas attendre la partie 2, écris partie 2 en commentaire pour me le faire savoir.